ressourcerie de l'écrivain. Je vous avais promis, je le fais en retard évidemment. Voici la petite vidéo, qui sera pas si courte que ça, soyons honnêtes, pour patienter avant la sortie de la saison 4 des Chroniques de Bridgerton. Je la considère comme la saison 4 parce que elle va concerner en fait le quatrième enfant Bridgerton, et je considère le préquel, la Reine Charlotte, où il y a aussi une partie d'ailleurs qui se déroule à ce moment-là, comme un spin-off en fait. Même si il est beaucoup plus intriqué à l'histoire, on va dire, actuelle des Bridgerton. On va commencer par déjà, cette petite vidéo pour patienter avant les Bridgerton. Pourquoi? Je pense que comme beaucoup de fans des Bridgerton, j'attends avec impatience la série, la saison 4, et je pense que c'est pas forcément mon couple préféré, Bénédicte et Sophie, mais le personnage de Sophie que j'ai lu dans les livres, je pense que c'est mon personnage préféré, mon personnage féminin préféré. Et je trouve que, à titre personnel, je trouve que c'est le côté le plus intéressant, dans la mesure où elle ne fait pas tout à fait partie de la société, Sophie. Mais je vous en dis pas plus, on le découvrira à la fin du mois. Donc la première partie le 29 janvier et la seconde le 23 février. Pour faire une introduction assez générale, La Chronique des Bridgerton, c'est une série de romances historiques écrites par Julia Quinn. Donc c'est une autrice de romances historiques spécialiste de la période Régence. La période Régence, c'est la période pendant laquelle, entre 1811 et 1820, le roi George III est au pouvoir, mais ne peut l'exercer. Le pouvoir est confié à son fils George IV. C'est une période aussi de guerre napoléonienne. Il y en a eu plusieurs qui chevauchent à peu près la période de la Régence. Ce sont des livres qui sont publiés en anglais aux États-Unis à partir de 2000 et en France à partir de 2008. J'ai regardé rapidement qui était Julia Quinn. Ça va être méga rapide parce que sa bio, je la trouve pas plus. Je trouve pas sa bio très intéressante. J'ai juste regardé une bio sur Wikipédia. C'est tout simplement une autrice qui avait commencé des études de médecine et qui avait déjà 3 livres de sortie, qui s'est rendu compte que, en fait, avec les livres, ça suffisait pour la faire vivre, et qui a lâché ses études de médecine. Elle a écrit au moins 8 séries de livres sur la Régence anglaise, donc notamment les Bridgerton. Donc les Bridgerton, c'est une série de 8 livres, plus il y a un séquel qui s'appelle Des années plus tard, où elle donne un second épilogue à chacun de ses couples. Il y a aussi une novella dans ce roman-là, et il y a aussi les Chroniques de Whistledown, qui ont été réunies, toutes ces choses-là, dans un même volume aux éditions J'ai lu. Très honnêtement, si vous voulez lancer dans les Chroniques de Bridgerton les livres, ce dernier volume-là, vous pouvez vous en passer. Ça se lit, c'est sympa, mais ça n'apporte pas non plus un truc de fou. Après, j'ai bien aimé les livres. Je sais que j'ai relu les 4 premiers une seconde fois. J'ai relu Bénédicte. J'ai relu les 4 premiers, je pense, pour la sortie de la saison sur Colin et Pénélope. Et là, j'ai relu juste celui de Bénédicte, un peu en diagonale, je vous avouerai. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, parce que je trouve que la série télé, elle est pour moi sur un plan des scénarios, l'intrication des histoires, le fait de ne pas concentrer toute l'histoire sur un couple, mais de faire vivre les personnages secondaires qui vont qui vont devenir plus tard personnages principaux. Je trouve que c'est vachement bien fait, mais c'est quelque chose qu'on va trouver dans une deuxième partie de la vidéo que je tournerai demain, parce qu'il faut que je l'écrive. On va se faire une grande balade dans les romans de la Régence, dans la romance Régence, et aussi dans les romans de manière, les romans de mœurs. Je précise que ce sont des articles Wikipédia que j'ai lus en anglais, et que c'est de la traduction maison, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu supportable. De manière générale, les romans Régence, ce sont soit des romans classiques Régence, donc qui ont été écrits pendant la période Régence. Donc c'est Jane Austen, Sir Walter Scott, Suzanne Ferrier, Maria Edgeworth.
Il y a aussi des fictions modernes de Régence, donc les romances, Régence, la fiction historique, fiction détective ou enquête, fiction militaire ou roman militaire. Donc ça se passe pendant la Régence anglaise, éventuellement sur le continent européen ou dans les colonies britanniques dans cette période, 1811-1820. Les deux types présentent souvent des caractéristiques telles qu'un sens aigu du statut social chez les personnages, une importance accordée aux bonnes manières et aux questions de classe, ainsi que l'émergence de la pensée sociale moderne au sein des classes supérieures anglaises. Les auteurs classiques de la Régence, donc là, c'est les romans qui sont sortis pendant la Régence. Ces auteurs-là sont associés au romantisme, un mouvement artistique et intellectuel d'Europe de l'Ouest à la fin du XVIIIe siècle. Le romantisme exprimait une révolte contre l'aristocratie, les normes politiques et sociales de la période des Lumières qui l'a précédée. Pour la petite blague, les Lumières en anglais c'est Enlightenment, et j'avais pas compris ce que c'était. Du coup, je l'ai traduit sur Google Trad. J'ai eu éclaircissement. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Donc j'ai lu quelques lignes plus bas et j'ai vu les lumières et j'ai fait oh. Donc les œuvres romantiques mettaient l'accent sur les émotions fortes comme une source d'expérience esthétique. Elles insistaient sur des émotions nouvelles dans le sens où elles n'ont pas été plus explorées que cela avant, et des émotions surtout négatives, comme l'anxiété, l'horreur, l'effroi, quand on est confronté à la sublimité de la nature. Ça n'existe pas la sublimité, évidemment. Les mariages d'amour n'étaient pas courants pour la plupart des femmes de la Régence anglaise. Assurer un revenu stable et suffisant était le premier élément à considérer pour les femmes et leurs familles. Et là, pensez très fort pour ceux qui ont vu la série télé, parce que je crois que dans les romans, elle n'est pas tout à fait comme ça, mais pensez très fort à Madame Featherington, la maman de Pénélope. Donc c'est pourquoi le genre a été si prolifique sur les mariages d'amour. Les femmes pouvaient vivre par procuration au travers de personnages féminins qui épousaient quelqu'un qu'elles aimaient profondément. C'est triste. Et étonnamment, Frankenstein de Mary Shelley est considéré comme la seule œuvre anglaise de littérature qui reflète le mieux les intérêts et les inquiétudes de l'époque, la fascination et la peur pour la science et les avancées technologiques de ces temps. Je l'ai lu ça remonte un petit peu, mais c'est vrai qu'on reste dans ce côté un petit peu vraiment cloisonné, carcan de la société, des conventions sociales, dans Frankenstein aussi. C'est l'époque qui veut ça. Et ça, c'était pour les romans de Régence classiques, donc écrits à la période de la Régence. Et maintenant, les romans de Régence moderne, c'est un sous-genre du roman historique, éventuellement. Mais il y a plein de sous-genres encore là-dedans. Donc écoutez-moi bien, parce que certains de ces romans sont critiqués par le comportement des personnages reflétant plus notre période contemporaine que le début du XXe siècle, que le début du XIXe siècle. Dans les romans de Régence moderne, on a les semi-fictions historiques. Elles incluent les ouvrages modernes basés sur la Régence qui ne rentrent pas dans les sous-genres suivants. Ces romans peuvent inclure des personnages historiques comme le prince régent ou d'autres figures historiques notables de la période Régence. Cela peut être des fictions basées sur des faits réels ou de réels événements sont mêlés à des éléments fictifs. Elles peuvent aussi aborder des thématiques propres à la Régence comme la traite négrière en Amérique ou le commerce d'esclaves européens par les Ottomans dans le nord de l'Afrique. Beaucoup d'histoires impliquant des esclaves nord-africains ont été écrits à cette période, certains d'entre eux ayant été adaptés en romans modernes comme Timbuktu de Tahir Shah, une romance historique basée sur l'histoire de la vie de Robert Adams et se déroulant pendant la Régence anglaise. Donc ça, c'était un premier sous-genre des romans Régence, à savoir les semi-fictions historiques. Maintenant, on a les military fiction, donc les romans militaires. On n'est pas dans la romance encore. Les guerres napoléoniennes sont une série de guerres déclarées contre l'Empire français de Napoléon qui ont eu lieu de 1803 à 1815. La Régence, c'est 1811-1820. Et donc les guerres napoléoniennes, on est de 1803 à 1815, donc ça se chevauche. Cela inclut la guerre entre la Grande-Bretagne et la France qui a eu lieu entre 1803 et 1814, ça se chevauche aussi. Les military fiction de la Régence incluent généralement des personnages de troupes britanniques qui participaient à cette guerre. On a notamment les livres de Bernard Cornwell, C.S. Forester, Patrick O'Brien.
Alors, Bernard Cornwell, c'est un auteur très prolifique de romans historiques. Les aventures de Sharp, ça raconte les exploits d'un officier de l'armée britannique lors des guerres napoléoniennes. On a aussi les Mysteries, donc les romans à mystère. Kate Ross a écrit une série de 4 romans sur le personnage de Julian Kestrel. Il y a d'autres auteurs connus comme Stéphanie Baron, Carrie Babrice, Ashley Gardner, Rosemary Stevens. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne les ai pas lus. Donc ça, ce sont des romans actuels, mais qui se déroulent à la période Régence. On passe maintenant aux romances Régence. Donc la période Régence, qui chevauche celle des guerres napoléoniennes en Europe, offre l'opportunité de drame, avec des héros blessés, du mystère, de l'aventure, ce qui peut expliquer le succès des Regency Romance en particulier. Je vais vous donner un petit paquet de noms d'autrices connues et je vais vous dire qui c'est que j'ai lu ou pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Marie Balog, je ne sais pas comment ça se dit, Jo Beverly, Nancy Butler, Marion Chesney, Georgette Heyer. Donc Georgette Heyer, c'est quasiment la fondatrice du genre moderne. Lisa Kleypas, elle, j'ai lu les Hathaway, que j'ai adoré. Les Hathaway, c'est très rapidement, il faut vraiment essayer de regarder un peu cette série, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Là où par exemple les Bridgerton, on est vraiment dans la très haute société anglaise. Lisa Kleypas va parler des Hathaway avec un frère aîné qui va, à la suite en fait de la mort prématurée de ses parents, hériter de leur héritage à eux, évidemment, parce qu'en fait, il y a un cousin lointain, ou je sais plus qui exactement, qui est mort. Le titre et les terres devaient revenir au père, Hathaway, qui est mort, et donc ça arrive au fils. Et toute cette série de 5 livres, 5 ou 6 livres, peut-être 6. Il y a 5, il doit y avoir, il y a un homme, enfin dans la fratrie, il y a un homme et il y a 4 ou 5 filles, je sais plus exactement. Et ce sont des gens qui n'étaient pas de la haute société, qui n'en ont pas les codes et qui sont encore en train de se remettre de la mort de leurs parents. La sœur aînée a pris vraiment le contrôle au niveau de la famille parce que tout le monde s'est effondré. Son frère y compris. Son frère, il passe son temps à se mettre la tête à l'envers, à picoler, à coucher avec tout le monde, à se bagarrer, etc. Elle ne sait plus quoi en faire de son frère, qui fait n'importe quoi, et qui devrait, en fait, en tant qu'homme de la famille, prendre en charge ses sœurs. Même elle, qui commence à être une vieille fille. Et on a donc toute cette petite tribu qui va aller en Angleterre à la campagne. On n'est pas du tout dans les grandes villes, hein. Et il récupère en fait un espèce de manoir qui est plus ou moins en ruine. Donc ils sont plus ou moins en train de camper. Parmi les sœurs, il y en a une qui a une santé qui est très fragile. Et en fait, la sœur aînée va rencontrer j'ai oublié les noms, hein, mais la sœur aînée va rencontrer et être en couple, se marier avec un homme qui est le bâtard d'un comte peut-être bien et d'une gitane. Et sauf que je crois que cet homme-là, à un moment, va commencer à venir se toquer à la porte quand il va se rendre compte que il a pas d'héritier et que son bâtard va peut-être suffire. Et avec cet homme-là, il y a Mary Penn aussi qui arrive. Je m'en souviens parce que je l'ai trouvé tellement touchant comme personnage. Ce sont des demi-frères tous les deux. Mary Penn est gitan, purement gitan. Le père et la mère sont gitans. Et l'autre, le père est un lord anglais. Et ces deux hommes-là vont maintenir en fait cette famille à flot, vont aider pour faire les travaux, embaucher des gens et compagnie. Et si vous voulez, le compagnon de la première des filles, donc la première histoire, lui, ce qu'il sait faire, c'est faire de l'argent. Il sait gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui est vraiment le côté très entreprenant de style entreprise, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bon parce que justement, il y avait un décalage par rapport à ce qu'on pouvait lire habituellement sur ces fameuses conventions sociales
qui là, en fait, ne sont pas connus par cette famille. Donc ils apprennent. Ils prennent tous des cours pour apprendre à sauf les gitans, mais ils prennent tous des cours pour apprendre à se tenir en société, apprendre à danser, prendre le thé, se tenir d'une certaine manière, etc. Et on voit qu'ils galèrent. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, en fait. C'est une très jolie histoire. C'est une histoire où il y a des scènes explicites, mais il n'y en a pas 40 non plus, si ça vous dérange. Si ça vous dérange, vous les sautez. On a aussi Stéphanie Laurence, Saoirse McMurrough, je ne sais pas comment ça se dit, Amanda McCabe, Barbara Metzger, Julia Quinn et Joanne Smith. Je reviens très rapidement à Julia Quinn. Moi, ce que j'ai lu d'elle, en fait, c'est tout ce qui concernait les Bridgerton. À savoir les 9 bouquins dont je vous ai parlé sur les Bridgerton, où dans chaque livre, on va suivre un des enfants Bridgerton. Donc, il y a 4 hommes, 4 femmes qui vont trouver en fait chaussures à leurs pieds et trouver l'amour, etc. Parce que c'est une famille qui veut uniquement des mariages d'amour parce qu'ils ont eu l'exemple de leurs parents qui se sont mariés par amour et c'est vraiment quelque chose qu'ils cherchent, même si c'est parfois inconscient, surtout chez les gars. J'ai lu aussi de chez elle, il y a une série de 4 livres sur les Rockesby. Les Rockesby, c'est sur la génération d'Edmund. Peut-être un peu plus au-dessus d'ailleurs, parce que Edmund, c'est le dernier fils des Bridgerton. Et Edmund, il a des sœurs aînées. C'est le petit dernier. Ce qui fait qu'Edmund, on va le voir, qui a 3-4 ans, quoi. Je trouve ça, c'est choupi. Donc on est fin 18e siècle. Et pourquoi les Rockesby? Parce qu'en fait, ces femmes-là vont se marier avec les voisins qui sont des Rockesby. Et on a je me souviens de la sœur aînée de Edmund, donc je sais plus comment elle s'appelait, Jim ou je sais plus quoi. Elle avait un nom, Billy. Elle avait un nom masculin parce que je crois que son père était vieillissant et ne pouvait plus travailler, à savoir aller voir un peu les fermes et compagnie, etc. Et je pense bien que la maman était décédée, j'ai un doute. Ce qui fait que cette sœur aînée est devenue un peu l'homme de la maison parce que son père n'était plus en capacité de faire tout ça et que Edmund était un petit garçon. Donc il manquait quelque chose, il manquait quelqu'un avec de la poigne et qui soit ferme, etc. J'ai lu aussi de chez Julia Quinn les Smith, je sais pas comment on le dit. C'est une série de 4 livres aussi, il me semble. Petit indice que j'ai remarqué parce que j'avais oublié, on en parle dans La Reine Charlotte, la série télé. Ce qui me faisait dire, est-ce qu'ils vont pas adapter les Smith derrière? Alors, les Smith, je me souviens plus exactement quand ça se passe. C'est peut-être à peu près à la même période que les Bridgerton, il me semble. Je suis pas sûre. Je vous resitue juste le contexte parce que je me souviens plus des histoires, parce qu'à force d'en bouffer plein, en fait, je les mélange. Hein. Les Smith, on est sur des... je crois que c'est une famille où il y a que des filles. On leur impose à toutes de jouer d'un instrument de musique, de choisir un instrument de musique, d'apprendre à en jouer. Et on leur impose surtout à toutes de jouer en public un moment devant la société. Sauf que pour les filles, c'est une torture parce que elles jouent mal. Je crois que dans le lot, il y en a qu'une qui sait jouer et encore c'est la gouvernante, il me semble bien. Et il y a eu une jolie histoire avec la gouvernante d'ailleurs, qui fait partie de l'histoire des Smith, donc peut-être qu'elle va être avec un des frères Smith, je me souviens plus. Et bref, c'est un petit peu, si vous voulez, le concert des Smith, les gens y vont parce qu'ils sont invités, parce que c'est ce qu'il faut faire et tout ça. Mais sous le manteau, on se fout bien de la gueule des filles, qui le vivent très mal. Et je crois qu'on avait... Oui, ça doit arriver après. Leur histoire vient après celle de Hyacinthe. Hyacinthe, ce sera la dernière histoire. C'est la plus jeune des Bridgerton. Et en fait, Hyacinthe, elle y allait accompagnée par Lady Danbury. Lady Danbury, c'est un personnage qui apparaît de temps en temps dans les livres. Elle n'a pas tant que ça d'importance que dans la série télé. Et si vous voulez, Hyacinthe et Lady Danbury vont avoir une relation très proche parce que Hyacinthe, elle n'a pas de filtre, comme Lady Danbury. Et en fait, elles sont toutes les deux gentilles.
et elles y vont avec bon cœur et elles sourient, même si des fois il y a des fausses notes. Et c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette comme. Enfin, les Smith Smith, j'ai un bon souvenir. Et donc, dernière autrice des romances Régence, c'est Joan Smith, que je ne connais pas non plus. Et parmi les romances Régence, il y a une distinction à faire entre, là je vais vous sortir les versions en anglais, les traditional Regency romance, ou Regency romance tout court, ou traditional Regency historical. J'ai pas très bien compris comment il différenciait tout ça. Donc, de manière générale, dans les romances Régence, on a les romances Régence chrétiennes. Donc, ça inclut des romans écrits aujourd'hui, se passant dans la période Régence, avec des thématiques chrétiennes fortes. La thématique romantique est forte dans ce genre de roman, mais il n'y a pas de scène explicite. Et là, c'est Bonnie Blythe, Heather Diane, Laurie Alice Hicks, Julie Classen, Ruth Axtell Morin. Je ne les ai pas lus. Par contre, je vais vous parler vite fait d'un... Je n'ai pas fait exprès, mais un jour, je suis tombée sur un film que j'ai chopé sur Prime, parce que j'avais vu des vidéos sur YouTube. On n'est pas dans la Régence, on est aux États-Unis. Bon, alors foutez-vous de moi si vous voulez. Ça s'appelle Sauvé par amour. Je clique juste dessus pour voir. Californie 1850. Vendue à la prostitution lorsqu'elle était enfant, Angel ne connaît que la trahison. Après des années de violence, de dégoût de soi-même et de mépris, elle rencontre Michael aussi. Et en fait, ce gars-là, c'est un fermier. Je crois que sa femme... Non, c'est pas sa femme. Il a jamais été marié. Sa sœur est décédée. Du coup, le beau-frère, il va pas, c'est pas top. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une foi chrétienne présente, forte, et qui va tomber éperdument amoureux de ce visage qu'il a vu comme ça dans la rue, et qui va en fait, il y a des ventes aux enchères pour Ange, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a des ventes aux enchères pour savoir qui va passer la nuit avec elle, parce que c'est un peu la star de la maison close. Et plusieurs fois d'affilée, il va gagner en fait le droit de passer la nuit avec elle, sauf que lui, il discute avec elle et il lui demande de se marier avec elle. Et Angel, il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est c'est une nana qui se rend pas compte qu'elle est sous emprise. Parce que comme elle fait gagner beaucoup d'argent à la maison close, le souteneur, enfin la souteneuse, la maîtresse maquerelle, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la maquerelle, elle ne veut pas la laisser partir. Et quand Angel elle lui dit bon, j'en ai marre, j'arrête, tu me files mes sous, la maquerelle lui rappelle qu'il y a le loyer, il y a la bouffe, il y a la lingerie, il y a tous les produits de beauté et compagnie, les médecins, donc en gros qu'elle lui doit de l'argent. Et c'est une jeune femme qui va subir des violences physiques et qui va être sauvée par cet homme chrétien, qui ne va pas se souvenir de l'avoir épousée parce qu'elle s'est fait casser la gueule, et qui va se réveiller dans sa ferme à lui. Sauf qu'elle, elle sait pas où elle est. Dans ses souvenirs, elle était en danger. Euh, Elle le reconnaît, mais elle sait pas où elle est. Et quand elle s'aperçoit qu'elle est mariée, elle paniquait. Normal. Mais quelque part, j'ai trouvé ça... J'avais un petit peu peur que ça allait être moraliste, parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop. Quand on vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que je pense que j'ai pas besoin qu'on me le dise. Et j'ai trouvé ça au contraire très doux. Et j'ai compris, en fait, bon, je le comprends déjà, mais que justement la religion peut être un soutien aussi dans le quotidien de la personne. J'ai trouvé ça très doux. Donc c'était Sauvé par amour. On passe au Traditional Regency Romance. Donc c'est des romances qui ont été écrites à l'origine par Georgette Heyer, qui en a un petit peu façonné ce sous-genre. Il y a une emphase sur l'intrigue romantique principale, une attention particulière est apportée aux détails historiques, parce que les lecteurs de Traditional Regency Romance sont connus pour noter les erreurs historiques et anachronismes, et les auteurs doivent souvent faire des recherches extensives, donc des recherches importantes, pour qu'ils puissent clairement comprendre le genre et reproduire sa voix, son ton. Les Regency Historical Romance, là on est dans quelque chose de plus réalisme social. Donc c'est des autrices comme Karen Robards, Amanda Quick, Christina Dodd,
Suzanne de Lantern, je ne sais pas le prononcer. Je ne les ai pas lus non plus. Les Regency Historical Romance, donc plus de réalisme social. À l'inverse, la caractérisation des personnages est anachroniquement moderne, mais le cadre général reste celui de la Régence, où l'intrigue, la caractérisation, le style sont plus modernes, les valeurs des personnages principaux sont modernes. Donc là, je pense qu'il va y avoir un petit peu d'injection de féminisme, par exemple, ou de droits des enfants, de lutte des classes, des choses comme ça. Les romances régences sensuelles sont devenues populaires récemment, avec des autrices comme Marie Balogh, que je vous en ai déjà parlé, Jo Beverly, Lisa Kleypas, Stephanie Lorenz, Saoirse McMurrow et Julia Quinn. Ces romans sont souvent publiés en série qui suivent un groupe d'amis, une famille, des frères, des sœurs, etc. et contiennent plus de scènes d'amour épicées. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 40, il peut y en avoir une ou deux ou trois, mais il y en a un petit peu. On suit ainsi les histoires des uns et des autres qui se marient les uns après les autres. Et donc les Regency Romances. Là je suis partie, je quitte l'article des romans Régence pour partir sur celui des Regency Romances. Donc sous-genre de la romance, ça a lieu pendant la Régence britannique, de 1811 à 1820, ou plutôt dans le 19e siècle. C'est un genre de romance qui est distinct des autres avec son intrigue et des conventions stylistiques. Ces œuvres peuvent descendre de celles de Jane Austen et de ses contemporains, mais surtout des romans de Georgette Heyer, qui en a écrit une vingtaine entre 1935 et 1974. Et on parle aussi de, avant ça, ce qui a inspiré les Regency Romance, c'est le roman de mœurs. Je vais en parler plus tard. Les romances régences traditionnelles comprennent un grand nombre de dialogues dynamiques et intelligents. Donc ça fait un côté un peu ping-pong. Très peu de sexe explicite ou de discussion sur le sexe, parce que on ne parlait pas de sexe à l'époque. Les éléments communs dans les romances régences, des références au ton, le bon ton, l'étiquette, etc., la société. La description d'activités de groupe qui ont lieu pendant la saison, comme des promenades en calèche, des dîners, des réceptions, des opéras, des bals. Des références ou des descriptions d'activités athlétiques pratiquées par de jeunes hommes, des chevauchés, de la conduite. Je sais pas ce que c'était ça. Ah, c'est peut-être du cheval, quoi. Boxe, chasse, tir, escrime. Est-ce que les femmes font de l'athlétisme? Que nenni. On parle de différences de classe sociale, de mariage de convenance, de faux engagements. On parle de prostituées, de femmes de mauvaise vie, des maîtresses, des courtisanes ou autres femmes payées par des hommes décadents de la haute société. Le fameux rake, R-A-K-E. On parle d'identité secrète ou d'erreur d'identité délibérée ou autre. On parle de mystère, de farce, parce qu'il peut y avoir des enquêtes, il peut y avoir un côté très humoristique. Et on parle aussi des rangs des pairies en Angleterre qui jouent un rôle important dans le marché du mariage dans les romances régences. Et pour la petite blague, il y a beaucoup trop de ducs en fait. Donc il y a des ducs, des marquis, comtes, vicomtes, barons. Donc c'est duke, marquess, earl, viscount, baron. On passe au roman de mœurs et après j'arrêterai parce que je tournerai le reste demain. Donc roman de mœurs, c'est Novel of Manners. Il recrée un monde social avec une description des coutumes, des valeurs d'une société stratifiée. Les conventions dominent l'intrigue et les personnages se caractérisant par leur degré de respect de ces conventions. Les livres de Jane Austen sont des romans de mœurs qui traitent d'affaires domestiques de la gentry. Donc la gentry, c'est les propriétaires terriens de l'Angleterre du début du 19e siècle. Les romans de Balzac dressent le portrait des conventions sociales du 19e avec des histoires relevant de la sphère publique ou privée, de la vie française à Paris, dans les provinces et dans l'armée. Et le fond des romans de mœurs, c'est pour pouvoir s'élever dans cette hiérarchie sociale, les hommes et les femmes devaient apprendre l'étiquette pour pouvoir interagir avec des personnes dont ils espéraient les faveurs. Chesterfield, un conte, donc c'est un conte qui est lui de la fin du 19e siècle, il a écrit un bouquin, je vous épargne le titre, pour enseigner à son fils bâtard la manière d'être en société. Avoir de plaisantes manières et comportements, éviter les sujets controversés, parler dans un ton mesuré, savoir se tenir, prendre une pause. Vous voyez.
En exemple de roman de manière générale, roman de mœurs, on a Jane Austen, Elizabeth Gaskell. Alors je sais plus si c'est la biographe de Jane Austen ou des sœurs Brontë. J'ai un doute. On a George Eliot, qui est une femme. On a Henry James et Edith Wharton. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite, où je vais du coup faire un petit comparatif sur qu'est-ce que la série télé apporte de plus à la série de livres des Chroniques de Bridgerton. Sachant que il y a les grosses pilules à avaler qui sont qui sont déjà que la série télé n'est pas absolument fidèle à la série de livres, qui sont que sur un plan historique, pour moi les livres de Julia Quinn ne respectent pas l'histoire déjà. Parce que déjà dans la manière dont les frères et sœurs se parlent entre eux, pour moi c'était pas entendable quand j'ai lu pas mal de Jane Austen, les sœurs Brontë, j'ai lu du Balzac, j'ai lu du Maupassant, j'ai commencé à lire quand même pas mal d'auteurs du 19e siècle, et en fait non, on parle pas comme ça entre frères et sœurs, surtout quand on est de la très haute société. Et outre ce non-respect, le non-respect de l'œuvre initiale, moi, ça me choque pas parce que pour moi, j'accorde entre guillemets la liberté totale aux créateurs de séries télé, de films ou autres, parce que pourquoi ne pas réimaginer une œuvre? L'œuvre existe en elle-même, mais pourquoi ne pas la réimaginer? Moi, je laisse cette possibilité-là. C'est pour ça que généralement, je suis relativement indulgente envers les adaptations ou les œuvres de base, parce que souvent je vais vers l'œuvre de base par son adaptation, ce qui était le cas pour Bridgerton. Et si vous voulez, oui, la série des Chroniques de Bridgerton, elle est carrément pas dans le respect de l'époque, parce que la reine Charlotte, métissée, noire. Après, je trouve que la manière dont ça a été, dont l'équipe de la série télé, l'équipe de scénario, les costumiers, etc., ensuite, s'est emparée de ça pour justifier le fait que cette haute société devient si multiculturelle. Pourquoi pas? Parce que, est-ce qu'on glisserait pas? J'avais parlé, mais c'est vrai que je me trompais. J'avais parlé à une copine de dystopie par rapport aux Chroniques de Bridgerton, et en fait non, c'est pas le bon terme. Les dystopies, ce sont des sociétés alternatives où ça va pas bien, du tout. Ce sont des sociétés alternatives à la nôtre qui ne vont pas bien. Généralement, on est du côté de sociétés tyranniques. Là, on est dans l'Empire britannique, avec le roi, la reine, etc. Les mais on serait plus dans une espèce d'utopie, E-U-T-O-P-I-E. Et là, c'est pas comme l'utopie, le lieu qui n'existe pas, l'utopie, c'est le lieu du bien. Donc une espèce de société idéale. Et je me dis, bon, je pense que c'est pas du tout le truc, parce que là, on est en train de glisser vers de la SF1. Mais je me dis qu'il y a quelque chose là-dedans, sur un plan un peu philosophique, ou je sais pas, peut-être de l'intention. Peut-être que je me plante, hein. Peut-être que je me plante complètement. Mais oui, les Chroniques de Bridgerton, pour moi, en fait, moi, dès les premières minutes, quand j'ai vu la tête des costumes, les perruques improbables, etc., et puis surtout cette société qui est si multiculturelle alors qu'elle ne l'était pas du tout à cette époque-là, oui, c'est une pilule qui est... Enfin, je pense que les historiens se sont probablement un peu arrachés les cheveux. Mais c'est le jeu Ma pauvre Lucette, moi j'aime bien. Euh, Parce que, bah, dès les premières minutes des Chroniques de Bridgerton, je me suis dit, non mais je viens pas chercher de l'histoire ici, avec un grand H. Je viens chercher les petites histoires, avec des petits H. Donc je m'arrête là, et à tout de suite pour la suite, où je vais vous dire à quel point cette série, elle est formidable et qu'il faut la regarder, et surtout à quel point vous pouvez apprendre de bons tuyaux pour analyser des bouquins, ou éventuellement aussi pour écrire les vôtres. Parce que je trouve que ce sont, en termes de scénario, construction narrative, construction des personnages, les arcs des personnages, etc. Il y a certainement des incohérences que je n'ai pas vues, hein, parce que je n'ai pas regardé non plus la série avec la loupe, et
Ma volonté de prendre des notes, ça a dû durer sur les 2 premiers épisodes de la première saison. Donc, je vais être joyeusement imprécise, mais un petit peu quand même. A tout de suite. Bonjour et re-bienvenue ici dans la suite de cette vidéo. J'ai scripté une partie de la seconde partie de cette vidéo, mais par contre, je veux partir un peu en freestyle sur les différentes saisons, en respectant leur ordre de diffusion, à savoir d'abord la saison 1 sur Daphné et Simon, la saison 2 sur Anthony et Kate, le préquel, parce que dans le préquel, en fait, il y a les parties contemporaines, on va dire, où Colin n'est pas encore marié, donc le préquel sur la reine Charlotte. Ensuite, la saison 3 sur Colin et Pénélope. Ce qui nous fait quand même déjà pas mal de boulot. Par rapport à ce que je vous ai dit précédemment sur les différents genres littéraires genre et sous-genre littéraire autour de la Régence, je vais vous mettre en barre d'informations si vous le souhaitez. Enfin, si vous souhaitez les consulter, deux listes il y a deux listes de livres. Donc des livres à lire qui ressemblent en fait à Bridgerton et 12 livres que 12 livres où il y a une héroïne de la Régence en fait qui est sympa et que vous devriez lire. Il me semble que ce sont des lectures imposées entre guillemets sur l'année avec inscription, mais la liste est déjà faite. C'est des lectures qui sont en anglais, à vérifier s'il y a une traduction française, mais en tout cas ça peut vous inspirer si vous avez envie de lire ça. Ce sont, alors pour les premiers, les livres qui ressemblent à Bridgerton, on est plus sur des livres contemporains qui ressemblent à Bridgerton, et sur les autres livres avec des héroïnes régence, on est à la fois sur du classique et du contemporain de mémoire. Vous regarderez. Donc, on ouvre ici la partie 2, donc sur la chronique de Bridgerton, la série télé. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui est scriptée que j'ai écrite. À mes yeux, la série télé, qui est une adaptation faite par l'équipe de Shonda Rhimes, une productrice américaine très importante, je pense que c'est une litote, est meilleure que l'histoire racontée dans les livres. Le but du jeu n'est pas ici de descendre les livres et d'encenser la série, ni de jouer au jeu des différences entre les deux formats, qui n'a que peu d'intérêt pour moi. Si les différences entre l'adaptation et les livres vous intéressent, vous trouverez ce contenu ailleurs sur YouTube notamment, comme une vidéo de Sarah P. Luna sur YouTube que je vais vous mettre en barre d'informations. Donc en résumé, le but n'est pas non plus de généraliser en disant que les adaptations ciné ou télé des livres sont meilleures. Ça dépend, il y a les goûts, les couleurs aussi. Dans la partie sur la série télé, je parlerai un peu des livres de Julia Quinn, l'autrice de la Chronique des Bridgerton, mais aussi de livres du 19e siècle qui peuvent traiter de la société, voire de la haute société anglaise, pour apporter un regard plus historique, entre guillemets, plus réaliste, travailler la notion d'intertextualité. Alors évidemment, je n'ai pas lu toute la littérature anglaise de la Régence, je vais juste vous parler de ce que je connais, voire de ce dont j'ai entendu parler, mais qui me paraît solide sur le plan de la réalité. Déjà, on a une série de livres, une série télévisée. Ce qui veut dire, d'un côté, on a juste des mots, de l'autre côté, du son et de la lumière, et du mouvement. On ne va pas se mentir. D'un côté, des livres, de l'autre, une série télé, donc deux médias complètement différents et qui pourtant vont chacun raconter une histoire. Les mots seuls vont favoriser notre imaginaire et nous faire nous représenter l'univers, les décors, les personnages, leurs interactions. De l'autre, on a peut-être moins à travailler sur l'imaginaire quand on a un support audiovisuel. Pourtant, les deux racontent une histoire. Des livres à la série télé, qu'est-ce qui change? Dans les deux cas, on doit travailler notre suspension consentie de l'incrédulité. C'est un concept qui vient du cinéma et qui dit en gros que tu sais que tu vas regarder une histoire qui n'est pas vraie, mais tu fais comme si. Quand la suspension consentie de l'incrédulité se brise, tu sors du film ou de l'histoire, tu te rends compte que tu es devant un film ou devant un bouquin, tu n'es plus dedans. L'immersion est rompue, tu reviens à toi-même. La suspension consentie de l'incrédulité est un mécanisme que l'auteur, le réalisateur, le scénariste, bref, celui qui raconte une histoire, doit provoquer chez le lecteur ou le spectateur. Si le lecteur ou le spectateur ne rentre jamais dans l'histoire, c'est que soit elle n'était pas pour lui,
n'allez pas mettre mon père devant un film de fantasy, c'est pour les gosses ça, soit le lecteur ou le spectateur perçoit un défaut dans l'histoire qui le sort de l'histoire. Je vais vous donner 2 exemples qui me sont personnels. Dans le film Pearl Harbor, on a 2 militaires qui convoitent la même fille, qui sort plus ou moins avec les deux. Il y a une espèce de triangle amoureux à 2 côtés seulement. D'ailleurs, sur fond d'histoire avec un grand H et de l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, donc l'entrée en guerre des États-Unis pour la Seconde Guerre mondiale. À un moment, sur la base, un des hommes est en train de péter un plomb ou de se battre, ou peut-être qu'ils sont tous les deux en train de se battre. Je sais plus exactement. En fait, c'est un film que j'ai oublié. Mais il y avait une baston entre deux, peut-être bien entre ces deux-là d'ailleurs, les deux concurrents. Il y avait une histoire de parachute qui était tendu pour les sécher ou les défroisser, et en gros, ils se tapaient dessus. Et à un moment, j'ai trouvé la scène un peu ridicule, et j'ai imaginé le bruiteur qui fracassait des citrouilles avec une batte de baseball. J'ai piqué un fou rire toute seule dans le ciné, et terminé. Je ne suis plus rentrée dans le film, qui était trop drama pour moi. C'était vraiment... C'est un film de... Il y a le contexte de la guerre, si vous voulez. Je pense que c'était 2 soldats. La nana, elle était peut-être infirmière, parce que ils étaient sur une base, je sais plus exactement. Mais c'était un film qui était trop drama pour moi, c'était trop centré autour de la romance, alors qu'il y avait quand même le putain de contexte de l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Donc c'est l'histoire avec un grand H. Et enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu déplu, faudrait que je le regarde de nouveau, histoire de peut-être me marrer encore. Autre histoire. On est toujours sur de l'histoire avec un grand H aussi. Je suis plutôt fan des films de Quentin Tarantino parce que il a une patte qui est reconnaissable, un côté irrévérencieux. Bref, avec mon homme, on regarde Inglorious Bastard, peut-être au cinéma, je sais plus. Arrive le moment où le petit moustachu en colère allemand se fait tuer. Sauf que dans la vraie vie, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, ça m'a gonflé parce que là, pour moi, ça m'a mise en colère parce que je trouve que cela, il y a un danger de déposer de fausses croyances chez des personnes jeunes ou celles qui vont pas vérifier les informations. Et j'ai détesté ce moment. Et je ne peux pas replonger dans un film que je déteste. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pourquoi est-ce que je parle de la suspension consentie de l'incrédulité pour la série La Chronique des Bridgerton? Parce que la série l'éprouve. Peut-être que moi, si j'avais une autre couleur de peau, si j'étais d'une autre condition sociale, bon, je suis pas non plus dans le haut du panier, euh, peut-être que j'aurais un autre regard sur la série. Pourquoi je dis que la série éprouve cette suspension consentie de l'incrédulité? Parce que si on a déjà vu, de base, rien que de base, si on a déjà vu des tableaux d'époque dans les musées, si on a déjà vu des films ou des séries, je pense notamment aux adaptations des livres de Jane Austen, on a un imaginaire visuel de ce monde à cette époque qui vient se heurter à ce que nous montre la série La Chronique des Bridgerton. Et en fait, j'ai trouvé dans cette série ce côté irrévérencieux qui a fait que je ne lâcherai certainement pas. Là où les livres m'ont un peu lassé. Pour la petite histoire, ce sont des livres que j'ai lus. J'ai lu toute la série, les 8 romans consacrés aux 8 couples. J'ai lu le séquel où il y avait un épilogue pour chaque histoire, et il y avait d'autres chroniques de Lady Whistledown, et également une novella qui était plutôt sympa. J'ai relu les 4 premiers livres pour pour la sortie de la saison sur Colline, et je viens de relire celui sur Bénédicte pour la sortie de la saison sur Bénédicte. J'ai une espèce d'obsession, je vous avouerai. C'est assez rare. Non, c'est pas si rare que ça parce que j'ai la même obsession. J'ai eu la même obsession pour The Walking Dead. J'ai eu la même pour Outer Banks, pour Game of Thrones. Peut-être pas d'autres, je sais plus. J'ai pas envie de glisser ça sous le tapis, mais la société cosmopolite dépeinte dans la chronique des Bridgerton est historiquement profondément fausse. Oui, 2 adverbes de suite. L'esclavage est aboli en 1848 en Angleterre, et la chronique des Bridgerton, c'est dans les années 1810. Donc, l'esclavage existe. C'est une liberté qu'a prise l'équipe de production pour des raisons qui leur appartiennent. Je trouve que ça fonctionne. Mais on est un peu en train de mettre l'esclavage et la colonisation sous le tapis. Pourtant, on parle d'empire britannique. Si le spectateur joue à comme si c'était vrai, ça marche.
Et si ce n'était pas que faire comme si c'était vrai? Et si on glissait quelque part dans une sorte d'utopie? L'utopie, E-U-T-O-P-I-E, comme une utopie mais E-U, c'est la construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal. Parce qu'on est sur un monde cosmopolite, certes, mais dans tous les milieux sociaux, avec une représentation non blanche, une représentation de sexualité non hétéro, à des places où il n'y avait pas de place pour les personnes non blanches, à des places où l'homosexualité ou le polyamour devait être réprimé. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'Empire britannique, la colonisation, l'esclavage? Est-ce qu'on réécrit l'histoire avec un grand H? Totalement. Je voulais faire une vidéo pour vous montrer comment l'information était distribuée entre les différentes saisons et comment en fait c'était, faut pas voir cette série comme des saisons qui sont un peu indépendantes les unes des autres, comme c'est le cas dans la série de livres, où les livres sont plus ou moins indépendants les uns des autres, mais comme un ensemble en fait, un ensemble qui évolue. C'est le pouvoir quelque part d'une histoire qui est chorale et qui va non seulement développer les personnages principaux qui sont principaux dans leur saison, mais aussi des personnages secondaires qui deviendront principaux par la suite. Sur toute la manière dont l'information est distribuée pendant les séries, je pense que je ferai une vidéo, peut-être dans un mois, parce qu'on a... Peut-être dans un mois, je ferai une vidéo sur la série des Chroniques de Bridgerton et comment l'histoire, enfin comment l'information est distribuée et comment les différents arcs, les différents personnages ont chacun une évolution pour pouvoir préparer leur histoire à eux où ils seront centraux. Et comment cet univers qui est pas historique est construit et de manière cohérente. Je ferai une vidéo dédiée à la saison sur Bénédicte et Sophie. Donc je m'arrête là, on se retrouvera dans un mois environ sur les 4 premières saisons et je vais scripter à mort parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc je vais scripter. Donc dans un mois, les 3 premières saisons plus le préquel. Et dans 2 mois, une fois que toute la série sur Bénédicte et Sophie, la saison sur Bénédicte et Sophie sera diffusée, ça sera la suite en fait de la vidéo précédente et de celle-ci. Je vous souhaite un très bon mardi parce que je vais aller faire du montage derrière. On a hâte. Non, puisqu'il est 1h, il est minuit moins le quart, donc j'ai pas hâte. Mais j'ai envie qu'elle sorte un petit peu avant la série pour peut-être voir si c'est une vidéo qui peut décoller ou pas. Donc j'espère que ce programme vous convient. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses, parce que moi j'ai appris plein de choses en faisant des recherches sur l'époque. J'ai pas fait tant que ça de recherches historiques. Si vous en avez besoin, je pense que la prochaine vidéo sur les 3 saisons et le préquel va être assez conséquente. Mais si vous avez besoin de recherches historiques, notamment sur la reine, etc., je pense que je la mettrai sur la 3e vidéo centrée sur Bénédicte. Donc ça fera une série, la ressourcerie de l'écrivain. Allez. Donc très bon mardi à vous et patientez bien pour l'arrivée de Bénédicte et Sophie sur Netflix. Moi je pense que je sais ce que je fais jeudi. Allez, passez un très bon mardi. Salut!